jusqu'au XIIIe siècle plutôt. Et à la suite d'une bataille entre la République de Pise et la République de Gênes, elle est devenue génoise. Et pendant 5 siècles, la Corse a été génoise avant évidemment d'être française au XVIIIe siècle. Donc on est bien en amont de ça. Voilà, et donc il faut comprendre ça parce que quand on veut comprendre l'histoire de la Corse, on doit comprendre qu'elle a été longtemps une possession italienne. Et du coup, ça affirme beaucoup dans la personnalité, dans l'esprit corse, cette volonté de liberté, cette volonté d'indépendance, puisque forcément, pendant longtemps, elle a eu le joug de pays qui étaient des pays étrangers à la France. Alors, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est important de remettre un contexte. Au XVIe siècle, donc, la Corse est devenue génoise depuis quelques années, puis quelques centaines d'années. Et la Corse est gérée au début par les Génois, par ce qu'on appelle l'Office de Saint-Georges, vous connaissez peut-être. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui une banque d'affaires. C'est-à-dire une banque qui a pour objectif de gérer, d'administrer un territoire, les affaires courantes, la finance, la production, les récoltes. Et donc, la République de Gênes avait effectivement nommé cette banque pour pouvoir gérer les affaires parce qu'elles se sont dit, c'est quand même en face de la Méditerranée, c'est pas tout à fait à côté de Gênes, donc il faut vraiment une banque qui puisse vraiment avoir l'habitude de ça. Assez rapidement, cet office a compris qu'elle n'avait pas beaucoup d'intérêt financier à gérer la Corse. Pourquoi ? Parce que la production n'était pas si grande que ça, les Corses en soi n'étaient pas si faciles à gérer que ça. Donc rapidement, l'Office Saint-Georges s'est un petit peu éloigné de la gestion de la Corse. Et donc, la République de Gênes, basée évidemment à Gênes, a souhaité reprendre le contrôle de la Corse et donc a envoyé en Corse un gouverneur qui est basé à Bastia, dans le fort qu'on connaît encore à Bastia, si vous connaissez la ville, qui n'a pas changé. Il est de l'époque vraiment de la fin du Moyen-Âge. Et donc ce gouverneur, ensuite, évidemment, il gouvernait l'ensemble de la Corse. À l'époque, la Corse était organisée avec des pièves qui correspondent à peu près à des cantons. Il y en avait 90. Tout ça est l'héritage de Pise, où Pise, finalement, a fait un gros travail d'administration, de géolocalisation des différents territoires de la Corse. Et donc Gênes, évidemment, a profité de cette administration-là. Voilà comment est organisée la Corse. Donc un gouverneur central qui, finalement, a beaucoup de pouvoir sur la Corse. Il a un peu le pouvoir de vie et de mort, puisqu'il a à la fois des pouvoirs juridiques, des pouvoirs financiers, des pouvoirs militaires. C'est lui qui peut lever une armée, comme c'est lui qui peut lever des impôts. Voilà. Et donc, du coup, ça, forcément, les Corses ne vont pas trop apprécier, vous imaginez bien, puisque là, on a vraiment presque un despotisme à ce niveau-là. L'île, en XVIe siècle, on peut dire, est divisée en deux, un peu comme aujourd'hui les deux départements finalement. Vous avez au nord, ou on va dire au nord-est, la région qu'on appelle Au-Deçà des Monts à l'époque. Je ne vous le fais pas en corse, on va le faire en français. Et en fait, ça constitue, vous voyez, la partie, on va dire, est de la Corse, qui correspond aux villes qui sont vraiment très, très bien gérées par Gênes, par la République centralisée de Gênes, avec des grandes villes riches, Calvi, Bastia, Saint-Florent, Algolajala, etc. Et donc, vous avez évidemment une bonne connaissance du territoire, une grande possession des différents enjeux par les Génois sur cette partie-là. Et à l'inverse, vous avez sur la partie est de la Corse, on va dire est ou sud-est, le territoire qu'on appelle Au-delà des Monts, qui lui plutôt est réfractaire au pouvoir génois. C'est vraiment là encore des seigneurs qui on va dire, qui occupent la place et qui veulent défendre leur autorité sur les différents villages ou les différentes régions. Et là, on est plutôt sur des régions plus pauvres, mais plus autonomistes et plus, en tout cas, opposées au pouvoir génois. Et donc vraiment, cette différence, elle est notable et on va le voir après pourquoi. Elle est notable notamment par les richesses, mais aussi par l'état d'esprit de ces deux régions. Alors, les deux régions, du coup, elles sont différentes aussi par la capacité de se défendre. Mais assez rapidement, la partie donc est de la Corse, celle qui est donc la plus riche et celle qui est la mieux administrée par les Génois, va être l'objet d'attaques répétées par les différents Turcs, et l'Empire ottoman et les attaques barbaresques. Et donc, assez rapidement, les Génois, très soucieux de défendre son territoire et son littoral, va commencer à construire, à partir de 1531, une série de tours. Alors, si vous êtes allé en Corse, vous les voyez, ces tours. Il y en a à peu près 80 à 90 qui sont encore sur pied. Et donc, ils vont commencer sur le littoral, le Cap Corse et sur le littoral, on va dire, est, à construire ces tours pour défendre justement les intérêts génois des attaques barbaresques. Voilà. Et en parallèle de ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les Génois ne veulent pas du tout
donner des armes, déléguer la défense aux Corses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu un traumatisme quelques années avant, qui était un traumatisme d'une guerre civile menée par Sampiero Corse, que vous voyez là, qui était quelqu'un qui a voulu vraiment, on va dire, défendre les intérêts et rendre autonome la Corse. Et donc les Génois ont tout fait pour qu'effectivement les Corses ne soient privés de canons, soient privés d'arquebuses, soient privés d'épées, en voulant vraiment garder la main mise sur toute la défense militaire. Donc les Génois ont dit, écoutez, on va construire des tours pour défendre des Turcs, mais par contre, vous, les Corses, il est interdit que vous ayez des armes, sauf évidemment les seigneurs, qui avaient évidemment des droits de pouvoir porter l'arme. Alors, un rappel sur les tours génoises, ces fameuses tours génoises donc, créées à partir de 1531, vous les connaissez sans doute, mais on ne peut pas souvent les visiter parce que souvent, soit elles sont privées, soit elles sont très abîmées, soit on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Mais grosso modo, la confection d'une tour génoise est à peu près identique à peu près partout, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Vous avez plusieurs niveaux. Le niveau d'en bas, qui est le socle de la tour, était l'endroit où se disposaient les réserves, à la fois les vivres, à la fois les munitions et la citerne d'eau. C'est évidemment l'endroit qui était le plus imposant et le socle de la tour. Vous aviez ensuite sur le premier niveau qui permettait d'y aller par une échelle qui était, vous comprenez, qui pouvait s'enlever et pouvait se mettre en fonction du besoin de rentrer ou pas dans la tour. Donc vous aviez la porte d'entrée et ensuite vous aviez la salle de repos, l'espace de vie pour les différents soldats. Voilà, une fois de plus, vous avez bien compris que la tour était à peu près à 8 à 10 mètres de hauteur pour que justement une fois que les torreggioni étaient dans la tour, enlèvent l'échelle pour évidemment éviter qu'ils se fassent attaquer. Le deuxième niveau au-dessus était la salle des gardes, où on retrouvait évidemment l'ensemble des armes, l'ensemble effectivement des personnes qui étaient là pour surveiller. Et puis enfin, vous avez une terrasse, et en fonction des tours en Corse, on peut encore aller sur des terrasses ou pas. Voilà, parfois il y avait même une petite échauguette sur les terrasses, mais pour se protéger. Mais en tout cas, la disposition à peu près des tours génoises était à peu près équivalente. Voilà. Alors évidemment, les personnes qui étaient disposées sur les tours génoises avaient l'obligation de rester dans les tours génoises. Très clairement, les Génois leur disaient mais vous n'avez pas le droit de bouger de la tour parce que votre travail, c'est un travail d'alerte. C'est une mission très, très, très importante pour effectivement la sécurité de l'île. Après, il y a eu beaucoup d'anecdotes sur effectivement des gardiens de tour qui parfois de temps en temps s'en allaient parce qu'ils trouvaient le temps long. Voilà. Et donc souvent, ça a fait l'objet de pas mal de petits procès. Mais normalement, les gardiens étaient censés rester dans les tours. Et donc, il y avait à peu près entre 3 et 10 gardiens par tour à peu près. Voilà. Et évidemment, vous l'avez compris, la disposition des tours faisait qu'elles permettaient de communiquer entre elles. Alors là encore, il y a eu beaucoup de systèmes différents pour communiquer. Parfois, on parlait de signaux visuels comme le feu, la fumée, mais parfois également des grandes conques marines pour émettre des bruits. Voilà. En fonction des endroits. Mais effectivement, si vous connaissez un peu la Corse, vous voyez que les tours sont forcément près du littoral, souvent vraiment sur les rochers qui touchent la mer, ou sinon un peu en hauteur sur les collines, pour avoir un point de vue extraordinaire et pouvoir donc communiquer entre elles, et aussi communiquer évidemment vers l'arrière-pays pour pouvoir annoncer une alerte éventuelle. Ça avait comme objet surtout de pouvoir prévenir les attaques, et donc de prévenir les Corses ou les Génois, évidemment de prendre le maquis ou d'aller ou de s'éloigner pour éviter une attaque. Alors Sartène, au XVIe siècle, c'est un petit village. Alors aujourd'hui, c'est une sous-préfecture, donc c'est plus un village, mais c'est une ville. Attention, si vous croisez un Sartenais, il ne faut pas lui dire que c'est un village, mais c'est une ville, c'est une sous-préfecture. Mais à l'époque, au XVIe siècle, c'est un petit village de 500-600 habitants. Mais ce qui est incroyable à l'époque, c'est que les villages corses, en tout cas les villages du sud, étaient très pauvres et surtout étaient constitués beaucoup de gens de l'agriculture, des bergers. Et donc finalement, on avait des habitations qui étaient vraiment très éclatées tout autour des villes. Et les Génois, quand ils sont arrivés évidemment en Corse, ils ont essayé de rassembler les différents Corses dans des villes, de les rassembler pour pouvoir mieux les surveiller, pour pouvoir mieux lever l'impôt, pour pouvoir mieux gérer effectivement tout éventuel conflit ou velléité d'indépendance. Et donc c'est les Génois les premiers qui ont essayé de demander aux Corses ou d'imposer aux Corses d'abandonner parfois leur maison de campagne, d'abandonner leur petite maison un peu partout dans les champs pour pouvoir justement aller à la ville et pouvoir être mieux suivis. Voilà. Et donc Sartène au XVIe siècle, ça appartient à la province qui s'appelle Sartène avec 4 autres pièves qui étaient Carbine, Istria, Viggiano et Scopamen. Voilà. Et à sa tête,
de cette piève, il y avait un podestat. Le podestat, c'est l'autorité génoise, considérée peut-être comme un maire aujourd'hui, si vous voulez, qui avait donc autorité juridique, militaire, justice sur l'ensemble de son canton. Voilà. Mais c'était un représentant génois qui était nommé pour 2 ans, puisque là, pour le coup, les Génois avaient anticipé éventuellement ce qu'il peut y avoir parfois dans des dérives administratives. C'est une forme de collusion avec la population, et donc il y avait beaucoup de changements de poste tous les 2 ans à peu près au niveau des podestats. La Piève compte 600 habitants et déjà a subi 3 attaques par l'Empire ottoman, par les Turcs, par les attaques barbaresques en 1545, 1549 et 1551. En même temps, Sartène est un petit village, mais a bénéficié quand même de constructions, souvent payées avec les impôts des Corses, très clairement. Les Génois, ils n'étaient pas forcément enclins à financer l'ensemble de l'enceinte, l'ensemble des fortifications, et donc ils levaient l'impôt, justement pour demander pour une contribution corse sur la création des enceintes. Et donc il y a déjà une enceinte qui est faite au XVIe siècle dans le village de Sartène. Mais Sartène, lors effectivement de la guerre civile avec San Piero Corso, prend plutôt le parti de ce dernier, et donc du coup il y a beaucoup de rivalité avec les Génois, et donc l'enceinte de Sartène est largement abîmée. Voilà, toutes les échauguettes, tous les murs, toutes les enceintes, tous les tours de ronde sont vraiment très abîmés. Donc en fait, il y a une enceinte, mais elle n'est pas très très protectrice. Voilà donc la Corse au XVIe siècle, voilà Sartène au XVIe siècle. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'évoquer ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Comme ça, on a une vision globale de ce qui se passe vraiment des 2 côtés de la Méditerranée. Alors, le côté de la Méditerranée, évidemment, vous le savez, c'est le pouvoir, c'est la mainmise de l'Empire ottoman, dont évidemment, la capitale est Constantinople. Et vous voyez sur la carte, on le voit bien, elle dépasse la Turquie, puisque vous voyez qu'il y a tout le Maghreb, il y a notamment aussi l'Égypte, il y a un peu l'Arabie, il y a tout le Moyen-Orient, et puis évidemment il y a aussi l'Europe de l'Est. Donc on a vraiment un empire ottoman qui est très important, la sublime porte, c'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça, et avec notamment une figure emblématique qui est Soliman Ier Magnifique, qui arrive à fédérer des populations, des ethnies, des religions, des types, etc., différents, pour en faire vraiment un pouvoir central. Alors, en même temps, il y a quand même une volonté centralisée de Constantinople d'envoyer partout dans les villes des émissaires turcs, des janissaires qui sont les soldats turcs, pour faire en sorte vraiment qu'il y ait un pouvoir central et centralisé par Constantinople. On va regarder un petit peu ce qui se passe à Alger. Vous avez vu qu'évidemment sur la carte avant, Alger fait partie notamment de l'Empire ottoman, et Alger est une ville un peu particulière, puisque vous allez voir dans le roman, elle a toute son importance. Au début, Alger est connu surtout par une figure emblématique que vous connaissez tous, qui s'appelle Barberousse, qui fait partie ils étaient 3 frères, mais c'est particulièrement lui qui a retenu notre attention, qui est quelqu'un qui rapidement a compris qu'il a intérêt effectivement d'avoir une forme d'alliance avec l'Empire ottoman, et donc c'est l'homme fort de Alger pendant des années. On va dire c'est lui qui va commencer à constituer le royaume d'Alger, et c'est lui qui va constituer aussi une forme d'indépendance d'Alger à l'intérieur de l'Empire ottoman. Voilà, et donc il a des troupes, il a des janissaires à sa disposition, il y a des volontaires qui permettent effectivement à la fois de fortifier la ville, à la fois de chasser les derniers Espagnols d'Alger, pour vraiment en faire, on va dire, une des premières villes forteresses de l'Empire ottoman. Alors, on parle de la régence d'Alger. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Alger est donc sous la domination de Constantinople et du sultan, mais on parle d'une régence parce qu'il y a une forme d'autonomie quand même, et évidemment le roi, celui qui a le pouvoir à Alger, on appelle ça souvent le roi d'Alger, même si en réalité il n'y a pas vraiment de royaume. Alger, au temps de la Régence, c'est-à-dire aux alentours du XVIe siècle, compte 130 000 habitants. Donc vous voyez, c'est une ville vraiment très très grande, très importante. Et on retrouve toutes les ethnies, des Arabes, des Kabyles, des Maures, des Turcs, des Juifs. Les Maures, c'est ceux qui sont venus d'Espagne, chassés en 492. Donc on retrouve beaucoup de Maures, beaucoup de Turcs évidemment aussi, des Juifs. Il y a vraiment un quartier juif à Alger. Évidemment, et après toutes les communautés du Maghreb. Évidemment, on ne retrouve pas de chrétiens. Les seuls chrétiens, c'était les Espagnols qui ont été chassés quelques années avant. Le chef d'Alger, c'est à la fois le roi d'Alger, mais on appelle ça précisément le Belerbe. Voilà. Donc il se dit le roi d'Alger. Là, au XVIe siècle, une figure emblématique, c'est le roi Hassan Veneziano. Alors, vous voyez, son nom, il interroge quand même Hassan Veneziano. Tiens, Veneziano, est-ce qu'il y a le rapport avec Venise ? Oui, en fait, parce que c'est effectivement un personnage qui a été enlevé par des Turcs de Venise
Voilà, et donc il a été enlevé jeune et il a été évidemment esclave pendant des années sur les galères, puis ensuite militaire de force. Et donc c'est pour ça qu'il a gardé ce nom-là, Hassan Veneziano. Et donc, il s'est aussi converti à l'islam, comme beaucoup de prisonniers à l'époque, comme beaucoup de personnes qui étaient enlevées. Il y avait une nécessité de se convertir à l'islam, sinon on mourait, ou sinon, effectivement, on avait des conditions de vie qui étaient très difficiles. Hassan Veneziano est donc, par le pouvoir berbélé à Alger, et évidemment, il a un pouvoir très autoritaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, finalement, aujourd'hui a tous les vices. Alors on pourrait le comparer avec d'autres dirigeants internationaux, mais je ne ferai pas de comparaison. Mais très clairement, il lève l'impôt tout le temps, il est sadique, il est vorace, il a vraiment un pouvoir dictatorial. Vraiment, c'est vraiment, on va dire, le mercenaire dans toute sa splendeur. Et évidemment, tout pour son intérêt financier. Et il n'y a pas forcément plus de grand intérêt religieux, puisque lui s'est converti un peu par obligation. Et donc, oui, il se dit de la religion de l'islam, mais en fait, en réalité, c'est plutôt ses intérêts personnels qui sont importants. Il habite le palais de la Djeelina, qui existe encore aujourd'hui à Alger, je ne sais pas si vous êtes allé. Et puis, donc, il règne sur une ville avec à la fois le JAK, qui est en fait l'ensemble du dispositif des janissaires, c'est-à-dire des militaires turcs, et puis à la fois des raïs. Les raïs, vous savez, c'est ces capitaines de bateaux qui, évidemment, lèvent des esclaves pour aller, avec les galères pour aller attaquer les îles, pour aller attaquer le littoral de Méditerranée. Voilà. Et donc, Hassan Veneziano, c'est vraiment l'homme fort à ce moment-là d'Alger. Et donc, il est difficile de vivre dans ces conditions quand on est évidemment esclave ou chrétien. Alors, on va parler un peu des attaques barbaresques. Vous en avez évidemment entendu parler beaucoup. Dès le XVIe siècle, la Corse et l'ensemble des pays sont victimes de ces attaques. On peut distinguer deux types d'attaques. Les attaques en mer, on appelle ça le corso. Finalement, ça se rappelle un peu les attaques qu'on a pu avoir avec nos corsaires de Bretagne. Donc là, effectivement, on attaque des bateaux, on les pille, on les fait couler, on essaye de prendre quelques esclaves aussi. Mais sinon, il y a les razzias incessantes qui ont lieu sur le littoral. Voilà, alors du moment où on est allié ou pas à l'Empire turc. On estime à peu près à 1,5 million d'Européens capturés sur plusieurs siècles. Donc on n'a pas forcément trop l'habitude de parler effectivement de ces esclaves-là. On parle souvent des esclaves qui ont lieu un peu plus tard, au XVIIIe, XIXe siècle, avec l'Afrique, mais pas forcément des esclaves blancs, mais pourtant c'est une vraie réalité. Il y a eu quasiment 1,5 million. Alors on n'a pas pu compter précisément, mais on imagine à peu près ça, dont 10 000 Corses. Alors vous imaginez, la population de Corse à l'époque, au XVIe siècle, elle n'était quand même pas de plusieurs milliers. Donc on peut dire qu'il y a peut-être 40% de la population corse qui s'est fait enlever. Donc c'était des attaques incessantes. Alors d'ailleurs, je me suis amusé pour aujourd'hui d'essayer de retrouver un peu les attaques. On voit que les attaques barbaresques, finalement, concernent à peu près tout le sud de l'Europe, avec la Méditerranée, mais pas que, puisqu'on a aussi des attaques en Islande, on a aussi des attaques en Irlande, aussi en Angleterre. Alors souvent près du littoral, parce que bon, c'est quand même plus simple d'attaquer le littoral qui est moins bien défendu. On n'a pas trop envie de s'aventurer à l'intérieur des terres. Mais vous voyez que finalement, toutes les côtes ont été littéralement attaquées, assiégées par ces attaques barbaresques. Et vous voyez effectivement le nombre d'esclaves européens sur les tranches de date. Alors par exemple, quelques faits notables, 7000 Napolitains se sont fait enlever en quelle date ? En 1544. Donc c'est quand même important. Fieste, qui est en Italie à l'est, 6000. Donc vous voyez, de temps en temps, c'est 300, 400, mais parfois c'est 7000, 8000 personnes d'un coup. Donc forcément, ça a eu des conséquences extraordinaires sur la démographie locale, sur la volonté de se développer. On a eu beaucoup de gens qui, évidemment, ont changé de pays, sont allés à l'intérieur des terres. Vraiment, et les républiques ont eu du mal à se remettre parfois de ces saignées en termes de pillage. Alors, les attaques turques étaient menées évidemment par des galères, et j'ai souhaité revenir un peu sur ces bateaux. Les galères, on distingue des galères et des galiotes. Une galiote, c'est une petite galère. Et dans une galère, il y a à peu près 250 rameurs. Au XVe, XVIe siècle, on a créé un nouveau style de système de navigation, ce qui s'appelle ascaloccio, c'est-à-dire une longue rame pour plusieurs rameurs. Et donc, du coup, à la différence des anciennes galères où il y avait autant de rames que de galériens, que de rameurs, là, c'est des grandes rames qui permettent effectivement d'attacher les différents galériens sur cette rame.
Alors évidemment, vous imaginez bien que les conditions de vie de ces esclaves, de ces gens qui étaient enlevés et qui finissaient dans les galères étaient vraiment très difficiles. Alors évidemment, là on regarde des galères turques avec des Européens peut-être à la barre, mais vous aviez aussi des galères françaises, des galères espagnoles. Il ne faut pas rêver. L'Empire ottoman n'était pas les seuls à mettre en place des galères. On estime à peu près la durée de vie d'un galérien à peu près à 1 an ou 2. C'est-à-dire que si effectivement il était sur une galère, tellement c'était difficile, on pouvait pas vivre très longtemps. Surtout que vous étiez, quand il y avait beaucoup, la mer était très agitée, c'était difficile de ramer, même s'il y avait parfois une toile, un moyen d'avancer plus rapidement. Mais aussi, quand il faisait très chaud, il n'y avait pas de protection. Les rameurs étaient évidemment enchaînés à leur rame, donc du coup ils ne pouvaient pas bouger, donc ils dormaient au même endroit qu'ils ramaient toute la journée. Ils mangeaient avec évidemment un plat qui était un plat pour l'ensemble de l'ensemble de la chiourme. Voilà, et donc c'était très très compliqué, c'était des conditions évidemment inhumaines. Alors, les différents esclaves, les différentes personnes enlevées étaient soit mis dans des galères, mais également elles étaient parfois envoyées au bagne, dans des bagnes, parce que on les mettait là pour pouvoir s'en servir plus tard, pour faire des travaux, pour aménager des territoires, pour fortifier des forts, pour faire des digues. Voilà. Et donc vraiment, ils étaient mis dans des bagnes pour pouvoir les revendre. Alors effectivement, on connaît un peu la traite des Noirs avec la vente qui pouvait y avoir de ces esclaves dans le continent américain. Là, c'était la même chose à Alger à ce moment-là, puisque les esclaves, quand ils arrivaient, ils faisaient l'objet d'enchères, et ils étaient achetés au plus haut franc. Voilà, et donc du coup, les raïs, les pachas qui avaient beaucoup d'argent, avaient besoin d'esclaves pour pouvoir servir. Parfois, même souvent, ils achetaient des femmes pour les mettre dans leur harem. Voilà, donc il y a ceux qui pouvaient être intéressants et qui étaient achetés, les autres qui n'étaient pas intéressants, ils étaient envoyés aux galères, ou sinon ils restaient dans les bagnes, et puis après, ils sortaient, ils faisaient des travaux. Voilà. Donc évidemment, quand on est esclave au XVIe siècle, pris par les Ottomans, les conditions sont évidemment complètement inhumaines. À Alger, au XVIe siècle, on estime à 25 000 le nombre de chrétiens qui sont esclaves. Dans les 6 bagnes, il y avait 6 bagnes à ce moment-là à Alger. Donc je peux vous dire l'importance on va dire stratégique et économique de l'esclavage et des attaques turques par rapport à l'actualité, par rapport à cette époque-là. Alors, comme je l'indique là, quand les esclaves étaient pris très jeunes, ils arrivaient à se convertir. Et comme je l'ai indiqué sur une anecdote dans le livre, évidemment, quand vous êtes enlevé à 4-5 ans, évidemment, vous grandissez dans un environnement musulman, vous en grandissez avec un environnement de guerre, et donc vous allez être complètement enrôlé, endoctriné par cet environnement-là. Et donc, du coup, on retrouve après des personnes comme Hassan Veneziano qui se retournent contre les Européens alors qu'ils sont issus au départ de ce continent. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui ont changé comme ça, on va dire, de religion et de camp, on appelle ça des renégats à cette époque-là. Alors, il y avait évidemment des milliers et des milliers d'esclaves, on l'a vu tout à l'heure, notamment à Alger, mais certains avaient la chance d'être pouvoir racheter, puisqu'effectivement, au XVe, XVIe siècle, créer des ordres chrétiens pour pouvoir justement racheter des esclaves. Alors ces ordres arrivaient à exister grâce évidemment au don du culte, mais également, on va dire, à du financement de seigneurs, de nobles, qui arrivaient à leur donner de l'argent pour pouvoir racheter des captifs. Voilà. En même temps, racheter c'était très cher, puisqu'évidemment, vous pensez bien que les esclaves faisaient l'objet vraiment d'un gros trafic et d'enchères. Donc, c'était très cher à racheter. Et on estime aujourd'hui à peu près à 1 à 2% les personnes qui ont été rachetées. Donc, ça veut dire 98% des gens qui sont partis en esclavage ne sont jamais revenus parce que personne ne leur a proposé de les racheter. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas de moyens de communication. Donc, ils partaient, on ne savait pas où, on ne savait pas quand. Donc, il était très rare de revoir venir. Les familles les plus riches avaient les moyens de pouvoir racheter un frère, un père, une sœur, une mère, mais tous les gens qui n'étaient pas riches, c'était fini, c'était un aller simple et pas un aller-retour. Voilà. On estime quand même à 100 000 captifs qui furent rachetés par les Trinitaires, notamment. Vous voyez, mais 100 000 captifs sur 1,5 million de captifs, vous voyez le rapport, c'est que vraiment, on a très très peu de personnes qui ont survécu à ça.
Alors, Hassan Veneziano, qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment le roi très dur à Alger, décide sur les conseils de Mamie Corso, et vous voyez son nom là encore, vous interpelle, Mamie Corso. Corso, pourquoi? Parce que lui, il est corse, pareil. C'est un renégat, c'est quelqu'un qui a été enlevé quelques années avant et qui là aussi, lui aussi, s'est fait un petit peu endoctriner, et donc qui décide de dire au roi Hassan Veneziano, il faut aller attaquer Sartène. C'est un village qui est riche, c'est un village qui a vraiment beaucoup de belles choses à piller. Et donc, Hassan Veneziano le croit. Il lui dit d'accord, on va monter à ce moment-là une expédition pour aller attaquer Sartène. Et fait assez exceptionnel, le roi Hassan Veneziano veut participer lui-même à cette expédition. Généralement, les pachas, les sultans ne participaient pas. Ils envoyaient leurs capitaines, ils envoyaient leurs amiraux, mais lui non. Et là, Hassan Veneziano, tellement nostalgique de l'époque où il était sur les galères et qu'il attaquait comme ça en Méditerranée, il a dit moi je veux participer à cette expédition. Et donc du coup, il y avait une armée de 2000 hommes avec une vingtaine de galères et de galiotes pour attaquer le village de Sartène en 1583. Voilà, et donc sur les conseils de Mamie Corso, qui connaissait un peu les environs, ils attaquent effectivement la ville. Alors à bord sont rassemblés des janissaires, c'est-à-dire des soldats turcs, voilà, 300 archers, 1500 arquebusiers, les fusils, des lanciers et des marins munis d'échelles et de bouches à feu, donc c'est-à-dire de canons. Voilà, donc tout l'attirail nécessaire pour attaquer l'enceinte de Sartène et pouvoir piller la ville et éventuellement enlever la population. Voilà, donc ils partent comme ça en mai 1583 et ils mettent à peu près une quinzaine de jours pour traverser la Méditerranée et attaquer Sartène, parce qu'entre-temps, il n'y a pas de vent, donc ils n'arrivent pas trop à avancer, ils se perdent, etc., etc. Tout ça, je l'explique un peu dans mon livre. Mais finalement, ils arrivent à Sartène au matin du 26 mai. Et ils passent par les collines vraiment au sud de Sartène, je ne sais pas si vous connaissez un peu, là, près de Sénétose, près de Rocapine. Et puis après, ils attaquent par le haut, par Saint-Damien. Et puis là, évidemment, ils commencent à attaquer avec leurs canons, puis avec leur échelle, et puis ils attaquent la ville. Voilà. Alors la ville, à cette époque-là, elle est défendue par des Génois, mais pas beaucoup. Une fois de plus, les Génois, ils étaient très concentrés sur le nord de la Corse et pas beaucoup sur le sud. Donc il y avait quelques soldats génois, mais pas beaucoup. Et puis surtout, il était hors de question de donner des armes aux Corses pour qu'ils se défendent eux-mêmes. Donc moralité, évidemment, il n'a pas fallu longtemps pour que Sartène tombe et que, évidemment, les Turcs et Hassan Veneziano se servent. Alors grande surprise, ils découvrent qu'un trésor. Mamie Corso racontait n'importe quoi, il n'y a rien du tout à voler. Donc ils disent, comme il n'y a rien à voler, on va voler les habitants. Finalement, la seule richesse, c'est encore les esclaves. Donc du coup, ils décident évidemment d'enlever la majeure de la population. Donc quand même, Sartène se défend. Vous voyez dans le livre, je mets plusieurs pages où on croit qu'à un moment c'est indécis, qu'ils vont peut-être pouvoir se défendre, mais non, à l'arrivée, quand vous avez 2000 hommes contre peut-être une centaine, ça fait pas long feu. Et donc il y a quand même 36 personnes qui sont tuées et 420 qui sont enlevées. Alors 420 qui sont enlevés sur une population à peu près, on estime de 500-550. Donc on est sur du 3/5e, 4/5e à peu près de la population qui est enlevée. Dans mon livre, j'ai eu la chance de pouvoir trouver la liste des différentes personnes qui ont été enlevées. Donc à la fin, vous avez l'ensemble de la population de Sartène qui indique famille par famille quand on s'est fait enlever ou quand on a pu s'en échapper. Par exemple, le podestat, lui est parti avec toute sa famille, avec ses 4 enfants, ma femme et enfants. Le prêtre, lui, est arrivé à s'échapper. Les seigneurs ont été pris pour certains, d'autres sont arrivés à s'échapper. Mais en tout cas, cette liste-là rend les choses encore plus présentes. On se dit, mais c'est pas qu'une belle histoire, c'est des faits. Et aujourd'hui, des descendants, on va dire, de grandes familles de Sartène se souviennent évidemment ce fait majeur, qui est une balafre dans la démographie, dans le développement de la ville. Voilà, donc du coup, au petit matin, les Turcs attaquent la ville, et puis à midi à peu près, ils enlèvent toute la population, et ils partent après près de Propriane, où les galères les attendent, ils avaient fait un tour, ils les attendaient, et après, hop, c'est parti pour Alger. On n'a jamais plus revu la population de Sartène. Oui, question peut-être qu'un ou deux aient été rachetés. Bon, on n'a pas vraiment de preuves. Bon, voilà, une fois de plus, aller simple pour le bagne, aller simple évidemment pour les chiourmes. Alors évidemment, ça c'est un fait majeur pour la ville, mais c'est un fait majeur aussi pour les Génois. Parce que là, ils se rendent compte qu'ils ont à peu près bien défendu le nord, on l'a vu tout à l'heure par Bastia, Cap Corse, autant pour le sud n'est pas du tout défendu. Et là, les autorités génoises se disent, on ne peut pas continuer comme ça. Si on veut vraiment, on va dire, avoir l'adhésion des Corses, il faut vraiment qu'on puisse quand même mettre le paquet pour les défendre. Et donc commence à ce moment-là la construction de tours sur la partie ouest de la Corse et sud de la Corse. Voilà. Et notamment à Campo Moro, qui est une tour qui est assez connue parce qu'elle se visite, parce qu'on peut rentrer à l'intérieur, parce que vous pouvez monter notamment sur la terrasse, qui a été construite justement 3 ans après.
Voilà. Alors normalement, pour construire une tour, il fallait pas trop longtemps, mais très clairement, s'il n'y avait pas eu cette razzia en 1583, peut-être qu'il n'y avait pas de tour de Campoamor, comme peut-être pas de tour de Dolmetto, comme peut-être pas de tour de Rocapine, etc., etc. Si vous connaissez un peu le Valinco ou le sud de la Corse, entre Propriano et Bonifacio, eh ben, toutes ces tours, c'est suite effectivement à la razzia de 1583. Voilà, alors donc on retrouve là encore les mêmes fonctionnalités, les mêmes dispositions, la même organisation d'une tour. Là, Saint-Levin, quand même, c'est la plus haute de Corse, ça fait 15 mètres de haut. Et vraiment, si vous allez encore, je vous invite à y aller. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que justement, à l'intérieur de cette tour, il y a quelques panneaux qui retracent cette attaque, parce qu'évidemment, cette tour a été construite suite à l'attaque. Voilà, donc c'est vraiment la seule exposition qui retrace l'attaque de Sartène. Alors, vous avez compris que j'ai souhaité effectivement revenir sur ce fait majeur. Un, parce que je suis un peu d'origine corse, vous l'avez compris. Mais deux, parce que en fait, je voulais réparer une erreur. Il n'existait pas de roman sur ce fait majeur corse. Et donc, je souhaitais réparer cette erreur. Je trouve que c'était un élément important. Malheureux, triste, terrible. On est d'accord, mais en même temps, l'histoire, elle est faite de tout. Et donc, j'ai souhaité revenir dessus. Donc, avec des archives, avec des recherches sur Internet, j'ai pu essayer de retrouver à peu près tous les détails. Et donc, le livre retrace, on va dire, presque minute par minute ce qui s'est passé là-bas. Et donc l'essentiel sont des faits réels. Alors évidemment, moi j'aime beaucoup les romans parce que je trouve que ça rend accessible l'histoire. J'ai l'habitude de dire, quand effectivement vous avez parfois un pavé de 600 pages très technique fait par des historiens, c'est intéressant, c'est très technique, c'est très poussé et c'est très juste, mais c'est pas forcément très accessible. Et aujourd'hui, dans une ère où on aime bien lire des choses assez rapidement, qu'on intègre, qu'on arrive à comprendre, le roman permet ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ma option, c'est de dire d'une histoire vraie, d'en faire un roman historique. Dans ce roman, j'ai souhaité volontairement ne prendre pas parti. Il n'y a pas des gentils et des méchants, c'est trop facile. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit dans le monde actuel qui nous occupe. C'est trop simple. Et donc, dans les trois camps, dans les Turcs, chez les Génois et chez les Corses, vous avez des gentils et vous avez des crapules. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Génois qui ont profité de la situation, parce qu'il y a des Génois qui ont peur, parce qu'il y a des Génois qui sont des traîtres. Et en même temps, eux aussi, chez les Turcs, je crée un personnage qui est un personnage humaniste, un personnage qui est bon, un personnage qui veut la paix, universelle. Et voilà. Et chez les Corses aussi. Voilà. Et donc j'ai souhaité effectivement, on va dire, prendre le contre-pied de catégories un peu trop faciles. Et évidemment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez dans le livre la liste des listes des disparus, des gens qui sont partis. Donc ça rend encore plus humain, je trouve, cette histoire. Les personnages du livre, justement, ils sont là. Vous avez à gauche les personnages qui sont effectivement partis d'Alger ou qui ont vécu à Alger. Vous avez en gras toutes les personnes qui ont effectivement réellement vécu. Bonjour. 10 minutes ? C'est bon, ce sera bon, super. 10 minutes. Donc effectivement, en gras, vous avez toutes les personnes qui ont réellement existé, notamment le roi San Veneziano, Mamie Corso qu'on a vu tout à l'heure, qui est évidemment le traître et qui a conseillé le roi, le père Biono, qui était effectivement un père qui était vice-consul français à Alger. Les Algériens ont quand même accepté qu'il y ait un vice-consul français là-bas. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait un lien entre le royaume de France et l'Empire ottoman. Et donc, voilà, le sultan de Constantinople a accepté qu'il y ait un vice-consul français à Alger. Voilà, les autres sont des personnages inventés pour justement rendre encore un peu plus romanesque l'histoire. Et puis à droite, vous avez le Podesta, qui est le héros principal du livre. Voilà, je vous invite à le lire, vous verrez, on arrive à se mettre dans sa peau. Et puis vous avez toutes les personnes, à la fois corses et génois, qui ont vécu à ce moment-là. Ce qui est intéressant peut-être dans le livre, c'est son parallèle entre les enjeux de l'époque et les enjeux d'aujourd'hui. Et en fait, quand je l'ai écrit, je n'ai pas vraiment réalisé ça, mais quand effectivement le livre est sorti l'été dernier, les premières personnes qui ont le livre m'ont dit « mais c'est incroyable, on a l'impression en fait qu'on n'a rien appris par rapport au XVIe siècle ». Vous avez effectivement au XVIe siècle déjà des sujets autour du pouvoir, autour des guerres de religion, des jeux d'alliance, l'argent. Le pouvoir d'abord. Vous avez évidemment une guerre franco-espagnole, très clairement. Le royaume de France vraiment est vraiment en guerre contre Charles Quint et contre le royaume d'Espagne. Voilà. En même temps, le royaume de France est donc allié avec l'Empire ottoman. Vous savez que la flotte ottomane a séjourné à Toulon pendant des semaines et des semaines parce qu'elle était bienvenue, elle était accueillie pour pouvoir attaquer Barcelone. Voilà, donc il y avait un vrai lien entre la France et l'Empire ottoman. Vous aviez aussi évidemment des satellites de républiques italiennes, Pise, Gênes, Venise, etc., Royaume de Naples.
Vous avez évidemment le sujet des religions, qui à l'époque est prégnante, hein, forcément, on le retrouve dans le livre. Hein. Alors, après, on dit parfois que c'est au nom de l'islam qu'on attaque le littoral ou on attaque les Européens. C'est pas toujours vrai, c'est plutôt l'appât de l'argent, hein, c'est plutôt le pouvoir qui fait ça. Mais on a des sujets autour des protestants qui commencent au XVIe siècle, évidemment, à créer un schisme au niveau de la chrétienté. Le jeu des alliances, hein, j'en parlais tout à l'heure, et évidemment l'argent. L'argent est prenant, vraiment incroyable, qu'on soit à Alger, qu'on soit en France, qu'on soit en Corse, les impôts sont tout le temps quelque chose qui reviennent. C'est incroyable, c'est comme aujourd'hui. On n'a rien changé. Alors justement, c'est un peu comme aujourd'hui finalement, puisque on retrouve ces sujets importants que sont le pouvoir, que sont les guerres de religion. Le pouvoir d'abord, hein, l'attaque russe en Ukraine nous montre bien hein, qu'il y a une volonté d'hégémonie, une volonté d'attaquer un pays, d'imposer sa vue hein, politique, sa vue, on va dire, de façon de vivre. Voilà l'influence des États-Unis qui est particulière aujourd'hui, l'Union européenne. Et puis les guerres de religion, est-ce qu'elles ont changé? Pas vraiment. Hein. On est toujours confronté à ces mêmes sujets. Hein. Que ce soit au conflit israélo-palestinien, que ce soit les actions djihadistes partout en Europe. Le jeu des alliances, qui est vraiment très prenante aujourd'hui, hein, entre l'OTAN, entre les BRICS, l'Union européenne, les frères musulmans, l'influence russe. Vous voyez que là, on a encore des blocs hein, qui vivent. Alors, on n'est plus du tout dans la bipolarisation des affaires internationales. On est au contraire vraiment des blocs qui se confondent. Et puis, évidemment, l'histoire de l'argent dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Avec, là encore, des histoires d'impôts, mais également de piraterie, également d'esclaves et également aussi d'otages, puisque là encore, pareil, les usés d'otages hein, nous parlent, hein, puisqu'on l'a vu il y a quelques mois de cela. Voilà. Et donc finalement, c'est un parallèle un peu triste, un peu malheureux, mais en même temps, il faut être lucide. Des faits majeurs du XVIe siècle se retrouvent encore aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je crois qu'on a encore quelques minutes, d'après les indications des 10 minutes qu'on m'a données. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur l'histoire ou sur le livre en particulier. Oui, avec plaisir. Oui, c'est une bonne question. Je répète la question peut-être pour tous ceux qui n'ont pas entendu. Quelle est effectivement aujourd'hui la résonance de cette histoire, de ce fait majeur chez les Sartenais, en Corse? Elle est sincère. Aujourd'hui, il y a une plaque en dessous de la mairie qui rappelle ce fait majeur. Il y a une plaque hein, qui est faite. Voilà. Il y a évidemment cette exposition permanente à la tour de Campoamor. Mais sinon, au-delà de ça, il y a évidemment, c'est ancré dans les mémoires, c'est ancré dans la vie des Sartenais, parce que c'est une fois de plus où ils ont été victimes d'attaques extérieures. Ils ont été victimes à plusieurs reprises. On l'a vu 3 fois avant d'attaques des barbares. Donc là, c'est la 4e fois en 50 ans. 4e fois en 50 ans, quand il y a des populations entières qui partent, ça, c'est très impactant. Et aujourd'hui, ça contribue à l'esprit de liberté, l'esprit d'indépendance, à forger un esprit de combativité, à avoir un caractère qui se défend, de se dire que finalement, on n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Parce que c'est vraiment ça l'ironie du sort qu'il faut comprendre à l'époque. Hein. C'est-à-dire que Gênes est censé gérer la Corse, mais Gênes ne donne pas les moyens aux Corses de se défendre. Donc c'est terrible, parce que si vous êtes à ce moment-là, on va dire, si vous avez le pouvoir, faites quelque chose pour effectivement nous défendre dans ces cas-là. Limite, voilà, on veut bien être soumis, mais faites en sorte que... Donc voilà, ça a contribué à l'esprit de certaines qui, effectivement, pour ceux qui connaissent la Corse du Sud, et en particulier le Valenco, font que vous avez un caractère assez affirmé. Voilà. Autre question? Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, ça va? Oui, une question là, peut-être d'abord, et puis après à gauche, oui. Oui. Et le croissant. Ça reste là. Ouais, merci pour votre témoignage. Ouais, tout à fait. Je crois qu'il y avait une question également au centre. Oui, avec plaisir. Ah non, ils sont arrivés là-bas. Non, on a un texte du Podesta hein, qui effectivement explique qu'il s'est fait enlever.
Donc une lettre qu'il a envoyée ensuite au capitaine, au gouverneur génois, qui explique qu'il est bien arrivé là-bas et qui en plus, lui, retrace toutes les personnes qui se sont fait enlever. Donc les galères sont bien retournées à Alger. Les femmes ont fait l'objet d'enchères pour aller dans les harems. Les plus jeunes ont fait l'objet de serviteurs dans les palais. Mais ils sont bien. Et donc on a la liste par le podestat, notamment, de toutes les personnes qui se sont fait enlever. Ouais. Ouais. Ce qui rend les choses encore plus cruelles. Hein. C'est vraiment prenant, quoi. Ouais. Une autre question avant que nous libérions cette belle salle. Oui, à gauche, pardon. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Oui, avec plaisir. Alors oui, je connaissais cette histoire et je la connaissais parce que quand on habite un peu à Sartène, où j'ai une maison notamment là-bas, on la connaît forcément parce qu'on est habité par cette histoire-là. Ce qui m'a poussé, c'est à ma volonté de pouvoir communiquer vers les gens de l'extérieur, les gens de Corse qui sont du Nord ou même, comme on dit en Corse, les continentaux, hein, donc ceux qui sont en France, pour faire connaître cette histoire-là. Moi, j'étais sidéré de voir qu'il n'y avait pas de roman, qu'il n'y avait pas de livre sur ce fait majeur. Voilà, faire un livre sur une histoire après un Maupassant, un Balzac ou un Hugo, pardon, je n'ai pas les compétences et je veux pas arriver derrière une personne de ce type-là. Et donc là, c'était plutôt retracer, faire découvrir cette histoire majeure. Voilà, c'était une fois de plus réparer une erreur. Ouais, réparer une erreur. Oui. De Corse, des actions en Corse ou des Corses eux-mêmes? En Corse, ah oui, dans le livre, je l'explique. La Corse a pendant 3 siècles fait l'objet d'attaques, si c'est ça votre question. Oui. Quelques semaines avant Sartène, Mamie Corso attaque Arbellar, qui est un petit village, vous connaissez sans doute, un petit village de l'Alta Rocca, où là, pareil, ils enlèvent 70 personnes sur 120. Donc oui, pendant 3 siècles, la Corse n'a pas cessé d'être attaquée et des milliers. Alors toujours en provenance effectivement, alors soit de Tunis, soit d'Alger, soit de Constantinople. Et une chose que j'ai pas trop précisée, c'est que vous pourriez dire, mais certaines je comprends pas, c'est à l'intérieur des terres, c'est en haut d'une colline. Pourquoi ils sont fait attaquer alors que généralement on a plutôt l'habitude de se faire attaquer sur le littoral? Mais en fait, les Turcs au début ils ont attaqué le littoral, ils ont attaqué les villages qui étaient le plus proches parce qu'ils pensaient qu'ils allaient se faire ensuite attaquer par les Génois. Mais ils ont vu 2 choses. La première, c'est que les Corses ont compris qu'il fallait plus vivre dans le littoral, ils ont vécu à l'intérieur des terres. Et la deuxième chose, c'est qu'ils se sont rendus compte aussi, les Turcs, qu'ils n'étaient pas défendus par les Génois. Donc du coup, ils se sont dit, très bien, on va attaquer les Corses, et puis s'il faut marcher pendant 2 heures à l'intérieur du maquis pour aller à un village, on va le faire, il n'y a aucun problème. Arbellar, que je précise, franchement, il est à quoi? Il a 8 heures de marche du littoral. Donc ça veut dire que les galères turques à ce moment-là assument complètement, elles arrivent, les bateaux mouillent dans la baie, et pendant plusieurs heures, ils marchent, avec les échelles, les canons, les arquebuses, etc. et attaquent à l'intérieur des terres. Et ils savent très bien que de toute façon, les villages sont très peu défendus par les Génois. Oui, alors le mort, c'est effectivement plus pour on va dire, c'est représentatif de l'ensemble des attaques qu'il y a pu y avoir en Corse. Voilà. Et en fait, ils ont voulu symboliser les attaques et cette volonté d'indépendance, de liberté, par effectivement une personne de couleur. Ouais, et cette tête de mort. La tête des morts, elle est apparue après, parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'au XVIe siècle, la Corse, en tant que telle, c'est pas vraiment une unité, elle n'existe pas. La langue corse n'existe pas. Hein, c'est que du patois, hein, c'est du pisan, c'est du génois, etc. Il n'y a pas d'unité corse en telle. Et franchement, une fois de plus, dans le sud, c'est que des seigneurs qui vivent sur leur territoire. Donc on n'a pas cette entité corse à part entière. Elle n'a jamais été corse indépendante à ce moment-là. Voilà. Okay. Je crois qu'il faut s'arrêter. Bon. Merci beaucoup.